0. Et si je vous disais que certains des faits que nous avons tous appris à l'école ne sont en réalité que de la fiction historique romancée? Des coups de relations publiques royales aux mensonges devenus viraux avant même l'existence des mèmes, aujourd'hui nous passons au crible 33 des faits faux les plus stupides, les plus étranges et les plus persistants de l'histoire. Préparez-vous à désapprendre des sottises. 1. Commençons par un gros morceau. La Grande Muraille de Chine. Vous l'avez entendu 1000 fois, c'est le seul objet construit par l'homme que l'on puisse voir depuis la Lune. C'est une pensée épique, un témoignage du accomplissement humain visible à travers le cosmos. Le seul problème, c'est un mensonge absolu et astronomique. On ne la voit pas depuis la Lune. On ne peut même pas la voir de manière fiable à l'œil nu depuis l'orbite terrestre basse. Les astronautes l'ont confirmé à plusieurs reprises, affirmant qu'on a plus de chances d'apercevoir une grande autoroute. Pensez-y. Le mur est incroyablement long, mais il ne fait qu'environ 20 pieds de large. Le voir depuis l'orbite serait comme essayer de voir un seul cheveu humain à 2 miles de distance. Le mythe est né bien avant les voyages spatiaux et semblait trop beau pour être vérifié, et il colle à la réalité comme un chewing-gum sous la chaussure depuis lors. 2. Les alligators des égouts de New York. Un morceau classique du folklore urbain qui refuse d'être évacué. L'histoire raconte que de riches familles achetèrent des bébés alligators comme animaux de compagnie, se lassaient d'eux en grandissant et les jetèrent dans les toilettes. Ces reptiles résilients auraient ensuite prospéré dans les égouts chauds et sombres, se transformant en monstres albinos, aveugles et géants. C'est un scénario de film d'horreur fantastique, mais il n'y a aucune preuve que cela se soit jamais produit. Que mangerait-il là-dessous? Une réserve infinie de bagues de mariage perdues et de rats amateurs de pizza? Malgré des décennies de techniciens de l'assainissement naviguant dans le labyrinthe sous la ville, aucune colonie de gators géants et pâles n'a jamais été découverte. Ils espéraient probablement en trouver un, juste pour avoir une bonne histoire à raconter en soirée. 3. Les Illuminati. L'œil qui voit tout sur le billet d'$1. La société secrète d'élite mondiale tirant les ficelles depuis une salle de conseil obscure, contrôlant les guerres, les économies et peut-être même votre signal Wi-Fi. C'est la théorie du complot ultime. Voici la vérité hilarante. Les Illuminati de Bavière étaient un véritable groupe, et ce fut un échec total. Fondée en 1776, c'était une petite société d'intellectuels de l'ère des Lumières qui voulait promouvoir la raison. Ils passaient probablement leurs réunions secrètes à débattre de Kant autour de Crackers Rassi. La cabale toute-puissante, qui est censée diriger le monde, était essentiellement un club de lecture de geeks de courte durée qui s'est fait démasquer par le gouvernement après une dizaine d'années. Ils n'ont même pas pu s'organiser hors de Bavière, encore moins diriger la planète entière. 4. Chaque mois de mars, le monde célèbre Saint Patrick, le héros légendaire qui a chassé tous les serpents d'Irlande. C'est une histoire de foi triomphant du mal, un miracle pour les âges. Sauf pour un petit détail gênant. Il n'y avait jamais eu de serpent en Irlande post-glaciaire au départ. L'île était séparée du continent par l'eau bien avant que les serpents ne puissent s'y glisser après l'ère glaciaire. L'histoire est une métaphore puissante, un coup de relations publiques brillant. Les serpents étaient un symbole des religions païennes que Saint Patrick s'est efforcé de remplacer par le christianisme. Il était le stratège ultime, transformant une mission d'évangélisation de routine en une épopée d'extermination de monstres. Il n'a pas chassé de reptiles littéraux. Il a simplement effectué un contrôle des nuisibles très efficace et très métaphorique sur les croyances locales. 5. L'absinthe, la fée verte, la boisson de choix des artistes et poètes torturés, célèbre pour induire des hallucinations sauvages et vives et des frénésies créatives. Elle a été interdite pendant près d'un siècle en raison de ses propriétés prétendument altérant l'esprit. Toute cette réputation est un énorme mensonge éthylique. Le mythe a été alimenté par une brillante campagne de dénigrement de la part de l'industrie viticole française, qui perdait des parts de marché au profit de l'esprit vert populaire. C'est comme si l'industrie laitière inventait une rumeur selon laquelle le lait d'amande vous faisait pousser une queue. L'absinthe contient un produit chimique appelé thuione, mais vous mourriez d'une intoxication alcoolique 10 fois avant de ressentir le moindre effet psychoactif. Les artistes n'avaient pas de vision profonde. Ils étaient juste ivres.
écrivant probablement une mauvaise poésie et pensant que c'était du génie. 6. Celle-ci est juste triste et bizarrement cruelle. Nous avons tous vu les images, des hordes de lemmings, apparemment poussés par un instinct suicidaire mystérieux, marchant en file indienne d'une falaise et plongeant dans la mer en contrebas. C'est devenu une métaphore de la conformité aveugle. Mais les lemmings ne commettent pas vraiment de suicide de masse. Tout ce mythe a été littéralement fabriqué par Disney. Pour leur documentaire animalier de 1958, White Wilderness, l'équipe de tournage n'a pas pu obtenir les images qu'elle souhaitait. Ils ont donc acheté un tas de lemmings, les ont transportés en avion jusqu'à une falaise surplombant une rivière, puis les ont poussés du bord avec des balais. On peut presque entendre le réalisateur crier « Plus de désespoir, je veux voir l'angoisse existentielle dans leurs petits yeux de rongeurs ». Ils ont truqué un phénomène naturel en poussant activement des animaux vers leur mort pour un Oscar. 7. Préparez-vous à vous mettre en colère contre vos bijoux. La croyance que les diamants sont intrinsèquement rares et incroyablement précieux est peut-être le mensonge marketing le plus réussi de tous les temps. Les diamants ne sont pas particulièrement rares. En fait, ce sont l'une des gemmes les plus courantes. Leur valeur a été artificiellement gonflée par une seule entreprise, De Beers. Au XXe siècle, ils ont établi un monopole mondial, thésaurisant des diamants pour contrôler l'approvisionnement et faire monter les prix. Ils ont ensuite engagé une agence de publicité dans les années 1940 qui nous a donné le slogan « Un diamant est éternel » et a inventé de toutes pièces la tradition moderne de la bague de fiançailles en diamant. Ils n'ont pas seulement vendu un produit, ils ont vendu une idée et nous en payons toujours le prix. Cette pierre brillante n'est pas un symbole d'amour éternel, c'est un symbole de génie marketing. Imaginez Sherlock Holmes loupe à la main, venant de résoudre une affaire incroyablement complexe. Il se tourne vers son fidèle compagnon et prononce la phrase immortelle. « Élémentaire, mon cher Watson ». C'est la citation la plus célèbre associée au personnage. Et il ne la dit jamais, jamais, dans aucune des histoires originales, écrites par Sir Arthur Conan Doyle. Holmes dit « élémentaire » et il dit « mon cher Watson », mais les deux phrases ne sont jamais combinées. La réplique a été popularisée des décennies plus tard dans des pièces de théâtre et des premiers films, devenant si célèbre qu'elle a été rétroactivement gravée dans notre mémoire collective. C'est l'effet Mandela littéraire ultime. Conan Doyle aurait probablement été déconcerté de voir que la phrase culte la plus emblématique de son personnage était une qu'il n'avait jamais pris la peine d'écrire. 9. Le mythe des âges sombres est si envahissant que nous utilisons même ce terme pour décrire une période de supposée ignorance. Un élément central de cela est l'idée que tout le monde au Moyen Âge, des paysans aux rois, croyait que la Terre était plate. C'est un mensonge inventé pour faire paraître stupides les gens du passé. Les gens instruits au Moyen Âge savaient que la Terre était une sphère. Ils lisaient des textes grecs d'érudits comme Aristote et Ptolémée depuis des siècles. Le véritable débat ne portait pas sur la forme, mais sur la taille. Tout le récit de « Christophe Colomb a prouvé que la Terre était ronde » a été fabriqué au XIXe siècle pour le dépeindre comme un génie solitaire luttant contre une église superstitieuse et arriérée. En réalité, ces critiques n'avaient pas peur qu'il tombe du bord. Ils soutenaient avec justesse que ses calculs étaient terribles et que la planète était beaucoup plus grande qu'il ne le pensait. 10. L'histoire du Titanic est le récit ultime de l'arrogance humaine rencontrant un très grand iceberg, très froid. Au cœur de cette légende se trouve l'affirmation selon laquelle la White Star Line aurait fait la publicité du navire comme étant un submersible. C'est le décor ironique parfait pour une tragédie. Mais ils ne l'ont jamais vraiment dit. Cette étiquette puissante a été principalement apposée par la presse après la catastrophe pour rendre l'histoire plus dramatique et vendre plus de journaux. L'entreprise utilisait un langage beaucoup plus sûr et approuvé par les avocats, comme qualifier le navire de pratiquement insubmersible. C'est une énorme différence. C'est l'équivalent corporatif de dire qu'un téléphone est résistant à l'eau et non étanche. Les médias ont simplement omis le mot « pratiquement » parce qu'un navire insubmersible coule est un titre qui s'écrit tout seul et personne ne laisse la vérité ennuyeuse se mettre en travers d'une histoire fantastique. 11.
Grâce à Hollywood, notre image de Cléopâtre est celle d'une reine égyptienne d'une beauté à couper le souffle. Une sirène qui séduisait de puissants hommes romains par sa beauté surnaturelle. Rectifions les faits. Premièrement, elle n'était pas égyptienne. Elle était la dernière souveraine d'une dynastie grecque présente en Égypte depuis des siècles. Elle était aussi égyptienne qu'un cheesesteak de Philadelphie vient de Philadelphie, en Pennsylvanie. Attendez, mauvais exemple. Plus important encore, les preuves suggèrent qu'elle n'était pas d'une beauté conventionnelle. Les pièces frappées sous son règne montrent une femme avec un nez crochu proéminent, un front fuyant et un menton pointu. Son vrai super-pouvoir n'était pas son apparence, c'était son cerveau. Elle parlait plusieurs langues, était une brillante stratège politique et possédait un charisme si puissant qu'il a fait risquer leur fortune à deux des hommes les plus influents du monde pour elle. 12. L'histoire est pratiquement un dessin animé. Isaac Newton est assis sous un arbre, une pomme tombe, lui frappe en plein sur la tête et pouf! Il comprend instantanément la gravité. C'est une histoire d'origine simple et parfaite pour une idée qui a changé le monde. Mais toute la partie sur le coup sur la tête est un ajout ultérieur pour pimenter les choses. Newton lui-même a raconté que lorsqu'il regardait par une fenêtre, il a vu une pomme tomber d'un arbre. La vue l'a amené à se demander pourquoi elle tombait tout droit et non sur le côté ou vers le haut, ce qui a déclenché sa réflexion sur une force d'attraction universelle. La réalité est bien moins burlesque. Il n'y a pas eu de coup comique, pas de « aïe », juste un moment d'observation tranquille qui a conduit à l'une des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire. Il s'avère que le génie est moins une question de commotion cérébrale que de simple fait de prêter attention. 13. La Vierge de fer. C'est le matériau des cauchemars et des pochettes d'albums de heavy metal. Un sarcophage terrifiant en forme humaine, tapissé de pointes acérées, conçu pour empaler lentement une victime dans un cachot médiéval. C'est l'incarnation de la brutalité médiévale. Sauf que c'est un faux complet. Il n'y a aucune preuve historique de l'utilisation de cet appareil au Moyen Âge. Il a été fabriqué à la fin des années 1700, probablement comme une pièce d'art morbide à exposer dans un musée pour choquer et divertir les visiteurs. C'était un accessoire macabre, l'équivalent historique de ce que l'on trouverait dans une maison hantée de série B. Le Moyen Âge avait de nombreuses méthodes de torture véritablement horribles. Il n'avait pas besoin de ce dispositif exagéré de film de série B que quelqu'un a inventé pour s'amuser des siècles plus tard. 14. Demandez à un Américain qui a inventé le baseball, et vous pourriez entendre le nom d'Abner Doubleday, un général héroïque de la guerre de sécession qui aurait élaboré les règles sur un terrain en terre battue à Cooperstown, New York. C'est une belle histoire d'origine entièrement américaine, et c'est du baliverne à 100%. Le mythe a été créé par une commission spéciale en 1907, chargée de trouver un inventeur purement américain pour le passe-temps national, spécifiquement pour nier ses racines évidentes dans le jeu anglais de Rounders. Ils ont essentiellement choisi un homme célèbre décédé et lui ont imputé toute l'histoire. Doubleday lui-même n'a jamais mentionné avoir inventé le baseball, et ses journaux étaient remplis de sujets militaires, pas de réflexion sur les bases et les lignes de faute. L'Amérique a littéralement inventé un faux inventeur pour gagner un argument culturel contre les Britanniques. 15. Le poulet du général Tso. Ce plat aigre-doux, épicé et frit de tous les menus de plats chinois à emporter américains. C'est censé être un plat authentique de la province du Hunan en Chine, nommé d'après un redoutable chef militaire du 19e siècle. En réalité, c'est aussi authentiquement chinois qu'un cheeseburger. Le plat a été inventé dans les années 1970 par un chef à New York qui voulait créer quelque chose qui plairait au palais américain, ce qui signifie, apparemment, le frire et le recouvrir d'une sauce douce et gluante. Si vous allez dans la province du Hunan et que vous demandez du poulet du général Tso, vous ne recevrez que des regards vides. Le vrai général Tso a probablement passé sa vie à manger une cuisine régionale simple et serait totalement déconcerté d'apprendre que son héritage en Amérique implique des morceaux de poulet panés et collants. 16. Le cheval de Troie est l'une des plus grandes ruses militaires de toute l'histoire. Les Grecs, incapables de percer les murs de Troie, construisent un cheval de bois géant, cachent des soldats à l'intérieur et le laissent comme un cadeau. Les Troyens,
dans une incroyable faille de jugement, le font rouler à l'intérieur de leur ville et célèbrent, pour être massacrés dans leur sommeil. C'est une histoire brillante de ruse sur la force brute. Le seul problème? C'était très certainement une métaphore, pas un cheval littéral. La plupart des historiens pensent que le « cheval » était probablement une description poétique d'une machine de siège, comme un bélier qui a finalement enfoncé les portes. Ou cela pourrait avoir été un tremblement de terre, envoyé par Poséidon, le dieu des chevaux. L'histoire tirée des poèmes épiques sonne bien mieux que « ils ont défoncé la porte avec un gros rondin ». 17. L'histoire des 300 Spartiates aux Thermopyles est le conte ultime de David contre Goliath. 300 guerriers déchiquetés et stoïques menant une dernière résistance glorieuse contre une armée perse d'1 million d'hommes. C'est un mythe fondateur de la civilisation occidentale, célébrant le sacrifice et la défiance. Cependant, l'histoire omet commodément quelques détails clés, à savoir les 7 autres milliers de Grecs qui étaient également là. Les Spartiates n'étaient là pas seuls. Ils faisaient partie d'une alliance grecque plus large qui comprenait des milliers de soldats de Sparte, de Thèbes et d'autres cités-États. Bien que les 300 Spartiates aient été sans aucun doute le noyau d'élite de la défense, ils ont reçu une aide massive. Le récit a été simplifié plus tard pour se concentrer sur les Spartiates parce que, soyons honnêtes, 7300 Grecs se battent vaillamment n'a pas la même résonance hollywoodienne que 300. 18. Dans les années 1990, un phénomène connu sous le nom d'effet Mozart a balayé le monde. L'idée était simple et séduisante. Jouer la musique de Mozart à votre bébé le rendrait plus intelligent. Les parents se sont précipités pour acheter des CD, espérant transformer leur tout petit en petit génie. Tout cet engouement était basé sur une mauvaise interprétation massive d'une seule petite étude de 1993. L'étude n'impliquait même pas de nourrissons. Elle a été menée sur des étudiants universitaires. Et elle n'a révélé qu'une amélioration temporaire de 10 minutes de leurs compétences en raisonnement spatial après avoir écouté une sonate de Mozart. C'est tout. Il n'y avait aucune preuve d'une augmentation durable du QI global. Et cela n'avait rien à voir avec le développement du cerveau des bébés. À partir de cette seule donnée fragile, une industrie de plusieurs millions de dollars est née, prouvant que le moyen le plus rapide de vendre quelque chose est de dire aux parents que cela rendra leurs enfants plus intelligents. 19. Au début des années 1800, un inventeur nommé Charles Redeffer a émerveillé l'Amérique avec sa création incroyable, une machine à mouvement perpétuel. Ce dispositif, un complexe ensemble d'engrenages et de poids, était censé fonctionner éternellement sans aucune source d'énergie externe, défiant les lois de la physique. Il faisait payer aux gens $1 pour l'avoir, et les foules faisaient la queue, convaincus d'être témoins d'un miracle. Un ingénieur sceptique nommé Robert Fulton a inspecté la machine à New York et a remarqué quelque chose de louche. Les engrenages vacillaient et la vitesse était incohérente, comme si quelqu'un la faisait tourner à la main. Il a exposé la fraude en arrachant des planches de bois pour révéler la source d'énergie. Un vieil homme fatigué dans une pièce à l'étage, assis sur un tabouret, tournant une manivelle d'une main tout en mangeant un morceau de pain de l'autre. Ce n'était pas le mouvement perpétuel. C'était juste un travailleur mal payé. 20. Lorsque nous pensons à l'art grec et romain antique, nous imaginons des statues de marbre blanc immaculées et élégantes. Les dieux et les héros semblent purs, intemporels et, franchement, un peu ternes. Cette image est un accident complet de l'histoire. En réalité, ces statues étaient à l'origine peintes de couleurs incroyablement vives, criardes et parfois discordantes. Nous parlons de rouge, de bleu, de vert et de jaune vibrant, couvrant chaque centimètre d'eux, avec des iris, des cils peints et peut-être même quelques accessoires en bronze tape à l'œil. La peinture s'est simplement usée au fil des millénaires, laissant derrière elle le marbre blanc nu. Les artistes de la Renaissance qui ont redécouvert ces sculptures ont supposé qu'elles étaient censées être monochromes, et l'esthétique du blanc classique est née. Les anciens n'étaient pas des minimalistes. Ils avaient la palette de couleurs d'un clip vidéo des années 1980. 21. Hollywood nous a donné une image très spécifique du Far West américain, une terre sans loi
et en danger constant où les duels au revolver au milieu de la rue principale étaient une occurrence quotidienne. 2 tireurs d'élite aux yeux d'acier, une route poussiéreuse, un chardon qui roule et une horloge du palais de justice qui sonne midi. C'est un visuel fantastique, mais c'est presque entièrement de la fiction. Les fusillades organisées à midi étaient incroyablement rares. La plupart des villes frontalières étaient en réalité assez strictes en matière de contrôle des armes à feu, exigeant souvent des visiteurs qu'ils déposent leurs armes de poing au bureau du shérif. Les morts violentes étaient plus susceptibles de se produire lors d'une bagarre de saloon ivre ou d'une embuscade dans une ruelle que lors d'un duel formel. L'image romancée du pistolero a été largement créée par les romans de gare et plus tard par Hollywood, car elle est bien plus excitante que la réalité du vol de bétail et des litiges fonciers. 22. Lorsque vous imaginez un cow-boy, vous imaginez probablement un homme blanc robuste comme John Wayne ou Clint Eastwood. Cette image est un exemple classique de blanchiment de l'histoire par Hollywood. La réalité de l'Ouest américain était bien plus diversifiée. Les historiens estiment que jusqu'à 25% de tous les cow-boys, lors des grandes traversées de bétail de la fin du 19e siècle, étaient afro-américains. Beaucoup étaient d'anciens esclaves qui possédaient des compétences incroyables avec les chevaux et le bétail et recherchaient une vie de plus grande liberté dans la frontière. De plus, un grand nombre de cow-boys étaient des vaqueros mexicains, dont toute la tradition du cow-boy américain, y compris sa terminologie, ses vêtements et ses techniques, a été largement empruntée. Le cow-boy américain emblématique n'était pas d'une seule couleur. C'était une figure multiculturelle dont la véritable histoire a été largement effacée du récit populaire. 23. L'histoire est légendaire. Alors que Rome brûlait en 64 après J.C., l'empereur Néron, décadent et cruel, se tenait sur le balcon de son palais, jouant avec insouciance de sa lyre pendant que sa ville se réduisait en cendres. C'est l'image ultime d'un chef complètement détaché de la souffrance de son peuple. C'est une calomnie fantastique, mais elle est factuellement impossible pour 2 grandes raisons. Premièrement, la lyre n'avait pas encore été inventée. Elle n'apparaîtrait que 1000 ans plus tard. S'il jouait de quelque chose, ce serait une lyre, ce qui est bien moins dramatique. Deuxièmement, les récits historiques de l'époque, comme celui de l'historien Tacite, placent Néron à Antium, à 35 miles de là, lorsque l'incendie a éclaté. Il est revenu en courant dans la ville pour organiser les efforts de secours, utilisant ses propres fonds pour fournir nourriture et abri aux sans-abri. L'histoire était probablement de la propagande diffusée par ses ennemis politiques. 24. Le Moyen Âge a mauvaise réputation pour être une période de saleté et de crasse, où les gens vivaient toute leur vie sans jamais prendre de bain. Nous imaginons des paysans couverts de boue et des nobles qui couvraient pas leur puanteur avec du parfum. Bien que leurs normes d'hygiène n'étaient pas exactement à la hauteur des niveaux de propreté obsessionnels d'aujourd'hui, cette représentation est une grossière exagération. Les gens prenaient des bains. La plupart des villes avaient des bains publics, et la baignade était une activité sociale courante, jusqu'à ce que des épidémies ultérieures de peste rendent les gens méfiants à leur égard. Les gens utilisaient du savon fait de graisse animale et de cendre, et ils comprenaient le concept de base de se laver le visage et les mains. Ils ne prenaient pas de douche quotidienne avec un gel douche parfumé, mais ils n'étaient là pas non plus les risques biologiques ambulants que nous imaginons souvent qu'ils étaient. 25. Nous avons tous entendu la statistique lugubre selon laquelle l'espérance de vie moyenne au Moyen Âge n'était que d'environ 30 ans. Cela brosse le tableau d'un monde brutal où tout le monde était considéré comme vieux au moment d'atteindre la fin de la vingtaine. Mais ce chiffre est un exemple classique de la façon dont les statistiques peuvent mentir. La moyenne était tirée vers le bas de manière spectaculaire par un taux de mortalité infantile incroyablement élevé. Un grand nombre d'enfants mouraient avant leur premier anniversaire de maladie ou de malnutrition. Si vous parveniez à survivre à l'enfance et à atteindre le début de la vingtaine, vos chances de vivre jusqu'à un bel âge de 60 ou même 70 ans étaient en fait assez bonnes, en supposant que vous ne soyez pas poignardé dans une guerre inutile ou que vous ne mouriez pas d'une dent infectée. Le monde n'était pas rempli d'adolescents ayant une crise de la quarantaine. C'était juste un endroit très dangereux pour être un bébé. 26. L'Inquisition espagnole a la réputation d'être l'institution la plus terrifiante et la plus brutale de l'histoire,
synonyme de torture sadique et d'exécution de masse. Prononcez le nom, et vous imaginez immédiatement des donjons, des chevalets de torture et des figures cagoulées, tourmentant joyeusement leurs victimes. Bien que l'Inquisition fût certainement une organisation sinistre et répressive, son usage de la torture a été largement exagéré, souvent par la propagande protestante des nations rivales comme l'Angleterre et les Pays-Bas. En réalité, les propres règles de l'Inquisition limitaient les séances de torture et exigeaient la présence d'un médecin. Les tribunaux séculiers de l'époque étaient souvent bien plus brutaux et utilisaient la torture beaucoup plus fréquemment et avec beaucoup moins de réglementation. C'est étrange à dire, mais si vous étiez un hérétique accusé au XVIe siècle, vous étiez probablement mieux loti d'être torturé par l'Église que par l'État. 27. Lorsque Howard Carter a ouvert la tombe de Toutankhamon en 1922, il a libéré non seulement des trésors anciens, mais aussi une frénésie médiatique concernant la malédiction des pharaons. L'histoire raconte que quiconque troublait le repos éternel du jeune roi était condamné à une mort mystérieuse et horrible. La légende a pris de l'ampleur lorsque Lord Carnarvon, le sponsor de l'expédition, est mort d'une piqûre de moustique infectée quelques mois plus tard. Les journaux se sont déchaînés, reliant chaque décès ultérieur de toute personne de près ou de loin liée aux fouilles à la malédiction de la momie. Mais lorsque l'on examine les chiffres réels, c'est une fabrication totale. Une étude a montré plus tard que les membres de l'expédition avaient un taux de mortalité parfaitement normal. Howard Carter lui-même, l'homme qui a littéralement brisé le sceau, a vécu encore 17 ans. La malédiction n'était pas réelle. C'était juste une histoire fantastique concoctée par des journalistes pour vendre des journaux. 28. Un message à Garcia est un court essai écrit en 1899, qui est devenu une bible de la formation d'entreprises et militaires pendant plus d'un siècle. Il raconte l'histoire d'un soldat américain héroïque à qui l'on confie un message à transmettre à un chef révolutionnaire cubain et qui, sans poser une seule question, surmonte tous les obstacles pour accomplir sa mission. Il a été présenté comme la parabole ultime de l'initiative et de l'accomplissement. Le problème, c'est que le cœur héroïque de l'histoire est en grande partie inventé. La mission réelle était bien moins dramatique et le soldat, un lieutenant nommé Rowan, a reçu beaucoup d'aide. L'auteur de l'essai, Elbert Hubbard, a écrit le texte en une seule heure pour promouvoir son magazine et combler un espace vide. Il a essentiellement inventé un outil de propagande d'entreprise qui louait l'obéissance inconditionnelle, et des générations de patrons le distribuent à leurs employés depuis. 29. Le conquistador espagnol Ponce de León est à jamais lié à sa quête obsessionnelle de la fontaine de Jouvence, une source mythique qui pourrait inverser le vieillissement. C'est une histoire classique d'un fou poursuivant un rêve impossible à travers les marais de Floride. Mais tout ce récit lui a été rattaché après sa mort. Les écrits de Ponce de León et les rapports officiels de ses expéditions ne mentionnent jamais une fontaine de Jouvence. Il était en Floride pour les mêmes raisons que tous les autres conquistadors. Trouver de l'or, réclamer des terres pour l'Espagne et peut-être convertir quelques autochtones. L'histoire de la fontaine a été ajoutée des décennies plus tard par des historiens rivaux qui voulaient le faire passer pour un vieil homme crédule. C'était un colonisateur impitoyable, pas un homme délirant à la recherche d'un traitement de spa magique. 30. Le Da Vinci Code de Dan Brown a présenté à des millions de personnes le prieuré de Sion, une société secrète qui aurait gardé la lignée du Christ pendant des siècles. Le livre le présente comme une organisation ancienne et réelle, avec des membres comme Isaac Newton et Léonard de Vinci. C'est, sans aucun doute, l'une des plus grandes impostures historiques du XXe siècle. Le prieuré de Sion a été en fait inventé en 1956. Pas en 1056, en 1956. Il a été créé par un escroc français nommé Pierre Plantard, qui voulait désespérément descendre de la royauté française. Il a forgé une série de documents, les a plantés à la Bibliothèque nationale de France et a trompé quelques auteurs pour qu'ils écrivent des livres sur sa société secrète fabriquée. C'était une fantaisie complète que Dan Brown a ensuite transformée en best-seller mondial. 31. L'histoire de Guillaume Tell est le mythe national de la Suisse. Un souverain tyrannique force le maître archer
à abattre une pomme de la tête de son propre fils avec une arbalète. Tell réussit un tir incroyable, mais révèle qu'il avait une seconde flèche prête pour le tyran si jamais il avait blessé son fils, déclenchant une rébellion qui a conduit à l'indépendance suisse. C'est un récit d'un courage et d'une adresse au tir incroyable. Et malheureusement, il n'y a aucune preuve que Guillaume Tell ait jamais existé. L'histoire est un morceau de folklore classique, avec des contes similaires apparaissant dans les légendes d'autres pays, comme le Danemark, bien avant que la version suisse ne soit écrite. C'est un puissant mythe fondateur, une excellente histoire pour l'identité nationale, mais ce n'est pas de l'histoire. C'est l'équivalent médiéval d'une histoire d'origine de super-héros. 32. La charge Banzai, japonaise de la Seconde Guerre mondiale, a été dépeinte dans d'innombrables films et livres comme une attaque fanatique, presque aveugle, suicidaire, en vagues humaines. L'image est celle de soldats hurlants, poussés par une dévotion quasi sectaire, courant aveuglément dans le tir de mitrailleuse. C'est une profonde incompréhension de la tactique. Une charge Banzai n'était pas le premier mouvement, c'était le tout dernier. C'était un assaut final, désespéré, tout ou rien, ordonné uniquement lorsqu'une position était complètement sans espoir, que les provisions étaient épuisées et que le choix était entre être anéanti par l'artillerie ou mener une dernière charge désespérée contre l'ennemi. C'était une décision tactique née du désespoir, pas seulement d'un désir de mort aveugle. C'était une façon d'infliger un maximum de dégâts dans une situation où la mort était déjà certaine, loin du souhait de mort irrationnelle qu'on lui prête souvent. 33. Dans les films, un duel est toujours initié par un geste dramatique. Un homme est insulté et il jette avec colère son gant au pied de son offenseur. Le gant est ramassé et le duel commence. C'est un excellent raccourci cinématographique. En réalité, bien que jeter un gant ait été une tradition médiévale, à l'époque des duels au pistolet au XVIIIe et XIXe siècle, les choses étaient bien plus bureaucratiques et bien moins dramatiques. Les défis étaient relancés par des lettres formelles et poliment rédigées, remises par un ami connu sous le nom de second. Cela déclenchait toute une série de négociations entre les seconds qui tentèrent de trouver une issue pacifique. Le duel était un dernier recours absolu. Le processus relevait moins d'actes spontanés de passion que du respect d'une procédure rigide, presque légaliste. C'était une affaire mortelle enveloppée dans des couches de paperasse polie. 901. Il s'avère que l'histoire est essentiellement un projet de groupe, où la moitié de l'équipe a menti et le reste n'a pas vérifié les faits. Alors, laquelle de ces histoires fausses conserveriez-vous, juste parce qu'elle rend l'histoire plus amusante? Dites-le nous dans les commentaires. Et puis, si votre cerveau se sent légèrement trahi mais très amusé, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires franchement bizarres.